Bonjour et bienvenue dans ce tout premier hors-série du Shadowscast, le podcast de la plateforme Shadows. Avec ce nouveau format, nous allons pouvoir vous offrir plus de Shadowscast, mais sous une forme plus freestyle, un peu plus courte, un peu plus facile à consommer. Et bien sûr, nous continuerons à vous offrir les habituels épisodes mensuels que vous connaissez et que vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à écouter. Et on vous en remercie grandement. Et pour ce premier hors-série, je suis bien sûr accompagné de l'indispensable Aurélien Zimmermann. Et nous allons parler de quoi, cher Aurélien ? De The Substance. Yes. Trop d'entrain. Ah là là, je suis fatigué après ce mois d'octobre de fou. De fou furieux. Mais du coup, oui, The Substance, donc le 6 novembre au cinéma, le nouveau film de Coralie Farja qui nous avait offert en 2017 Revenge. Et donc là, qui revient 7 ans plus tard. Elle en parle d'ailleurs dans l'interview que vous allez écouter de pourquoi il y a autant de temps entre les deux films. Mais voilà, deuxième long métrage, coprod européenne, mais tournée en langue anglaise. Anglaise et française. Ouais, anglaise et française, ouais. Oui, donc on peut pas vraiment dire européenne en fait. Si. Non, on peut plus. On peut plus vraiment. Tant pis, Brexit oblige. Qui raconte l'histoire de Elizabeth Sparkles, une star vieillissante, un peu sur le déclin, qui va vivre très mal son départ un peu à la retraite, un peu forcé, et qui va trouver un moyen de rester dans le coup, on va dire. Donc voilà, film de body horror qui était à Cannes, qui a eu le prix du scénario d'ailleurs, et qui avait bien retourné la croisette. Nous à l'époque on regardait ça, bon, toujours d'un œil dubitatif en mode ouais, on les connaît les films qui retournent la croisette. Alors des fois c'est légitime, des fois c'est titane et c'est cool, des fois c'est des pétards mouillés, quoi. Ouais, c'est ça. Mais là, du coup, en tout cas pour nous, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un pétard mouillé, c'est très cool The Substance. Et donc, on va vous laisser avec l'interview de Coralie Farja. Et voilà, alors du coup, on ne vous cache rien, oui. On a essayé d'avoir Coralie pour tout un podcast. On a bataillé. Le fait est que, forcément, vu le buzz qu'il y a autour du film, elle est très demandée. Elle a un planning presse très serré. Donc, mais on a quand même eu la chance, et merci à Zvi, David Fajol, l'attaché de presse de The Substance, et à Métropolitane, de nous avoir accordé du temps avec Coralie pour qu'on puisse un petit peu discuter avec elle et vous livrer ce podcast qui va être construit autour de cette interview que vous allez entendre immédiatement. Coralie Farja, c'est à toi. Coralie, merci beaucoup de ta participation dans cette émission spéciale The Substance, du coup, qu'on a tellement aimé qu'on s'est dit qu'on allait lui faire une émission à lui tout seul. Et on va donc commencer un petit peu rituellement par te demander un peu quel est ton rapport au cinéma de genre, comment tu es tombée dedans et pourquoi c'est la voie que tu as choisie en tant que réalisatrice pour t'exprimer, en tout cas pour l'instant, sur tes 2 longs métrages. Ouais, alors moi le cinéma de genre au sens large, c'est vraiment le cinéma dans lequel je suis tombée petite. J'appellerais cinéma de genre tout ce qui n'est pas film réaliste, donc qui permet d'échapper à la réalité, que ce soit par la science-fiction, que ce soit par l'aventure, que ce soit par l'horreur, le film d'action. Tout ce qui permet de sortir des limites de la vraie vie et de vivre d'autres aventures dans les films. C'est vraiment ça, moi, qui m'a presque sauvé la vie, j'ai envie de dire, quand j'étais petite, où je me sentais assez inadaptée face à la vraie vie. Et là où je vivais vraiment ma vie, c'était en découvrant des films, donc en découvrant Star Wars, en découvrant Indiana Jones, plus tard en découvrant les westerns, ou des films après plus dark comme les films de Verhoeven ou de Cronenberg. Tout ce qui me permettait de, effectivement, ne pas être contrainte par les limites de la réalité. Et je pense que ça a aussi forgé de manière très forte le sentiment d'appartenir, enfin, d'avoir accès à quelque chose d'assez unique et mystérieux, puisque c'est vrai qu'en plus à l'époque c'était un cinéma qui était plutôt, même complètement réservé aux garçons. Il y avait assez peu déjà il n'y avait pas de femmes réalisatrices et les filles n'étaient pas vraiment censées regarder ce genre de film. Donc je sais que je me sentais déjà un peu différente à l'époque, de me dire moi j'ai accès à ça, j'adore ça, ça me faisait me sentir, c'est vrai, assez unique. Et après, très naturellement, en fait, moi j'ai commencé à faire des petits films à la maison dès qu'il y a eu un caméscope chez nous, et
Et bon, c'est les premiers courts-métrages totalement amateurs où on fait le plus simple, les films d'horreur avec une main coupée, on met de la confiture pour faire du faux sang. J'ai refait un remake de Star Wars avec les petits personnages que j'avais en stop motion. Et c'est vraiment là que j'ai trouvé mon espace de liberté, que je me sentais vivante, que je me sentais à ma place, que je me sentais puissante, vraiment épanouie. Après, ça a été un vrai parcours pour réussir à faire ce genre de film-là ici en France, car pour le coup, je me suis à nouveau confrontée à la réalité quand j'ai commencé à vouloir être réalisatrice et à faire des films, où on m'a dit non, désolée madame, ici, c'est pas possible. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que tout ça est né et a commencé à prendre forme. D'accord. Et est-ce que c'est à cause de ce processus un peu compliqué en France qu'il y a eu autant de temps entre tes deux films, donc Revenge il y a 7 ans, et aujourd'hui The Substance? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? L'après-Revenge, c'était quoi? Et pourquoi donc tant d'années avant un second long métrage? Alors non, pour le coup, c'est pas du tout ça. C'est plutôt pour faire Revenge que ça a été assez long. Et c'est surtout ce premier film-là qui a mis du temps à se faire, ou en tous les cas à pouvoir exprimer mes envies de genre dans un long métrage. En revanche, Substance peut penser qu'il y a beaucoup de temps entre les deux, mais en fait, pas tant que ça. Puisque moi, j'écris mes films, je les réalise, je les monte également. Donc déjà, pour moi, la fabrication même d'un film, c'est entre 4 et 5 années à part entière. Donc après Revenge, pour le coup, en revanche, j'ai pris déjà le temps normal de digérer le succès du film, parce que c'est vrai que quand on a un film qui fonctionne bien et c'est génial, on fait le tour de la planète en accéléré, c'est extrêmement fatigant, c'est très jouissif en même temps, mais on a le temps de faire rien d'autre. En tous les cas, moi, je suis très monotask, donc c'est pas une période où je suis capable d'écrire ou de penser à autre chose. Je digère le film, je vis sa réception. Et après, il y a le temps d'un petit peu de se reposer, de digérer et surtout de se questionner sur OK, quelles sont mes envies pour la suite, puisque aussi, ça c'est très personnel, moi je suis plus la même personne avant d'avoir fait un film et après d'avoir fait un film, et j'aime me questionner sur mes envies avec la nouvelle personne que je suis, pour avoir la motivation et l'énergie et la passion de m'investir sur un projet pour, je sais, les 4-5 prochaines années qui vont venir. Concernant celui-là, j'ai pris le temps, en revanche, de réfléchir à la bonne manière de le mettre en place à partir du moment où j'ai décidé d'écrire mon prochain film, parce que c'est vrai qu'avec Revenge, on m'a proposé beaucoup de projets aux États-Unis que je n'avais pas forcément écrits. Et je me suis dit, c'est très tentant, j'ai une partie de moi clairement qui veut faire des choses là-bas, mais je pense que si j'y vais de la même manière que pour d'autres réalisateurs, ils sont allés dans des conditions où ils n'avaient pas le contrôle créatif et ça s'est mal passé au final. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ça se passe bien. Si on prend les mêmes ingrédients, la même recette, on a beau aimer se penser unique, il n'y a pas de raison que ça ait des conséquences différentes. Donc je me suis dit, OK, il faut que je trouve ma manière à moi de pouvoir, à partir du moment où j'ai eu cette idée de faire ce film Substance, de pouvoir concilier l'ambition plus grande que j'avais par rapport à Revenge, donc avec un budget plus important, que ne pouvait pas me donner la France, je le savais dès le départ. Donc je voulais positionner ce film-là pour une part chez les anglo-saxons. Je voulais le coproduire, pour garder vraiment un vrai contrôle créatif sur le film. Et surtout, comme je savais que le projet allait être atypique, allait être jusqu'au boutiste, que ça forcerait son côté non conventionnel et sans compromis, qu'il fallait absolument que je trouve les moyens de me préserver cette liberté. Donc ça a été déjà le choix d'écrire mon scénario on spec, donc sans m'engager avec personne le temps que le script soit totalement écrit.
puisqu'à partir d'une même idée, il y a 1000 voire 10 000 films qui sont possibles, et on peut s'engager avec quelqu'un sur un début d'idée, et puis en cours de développement, moi j'imaginais pas ça comme ça, ou je pensais pas que c'était ça, et malheureusement voilà, ça peut donner des expériences qui ne sont pas fructueuses. Donc moi, ça a été de préserver avant tout le côté œuvre que j'allais proposer. Donc pour ça, je me suis dit, ok, je l'écris. Donc j'ai passé près d'1 an et demi à écrire, avant de me dire, maintenant que j'ai le scénario, que c'est très clair ce qu'il y a sur le papier, j'écris de manière très détaillée, cherchons les bons partenaires pour m'accompagner dans cette entreprise que je savais être ambitieuse, un peu folle, mais si elle réussissait, pouvait créer quelque chose. Donc c'est là où j'ai choisi mes partenaires producteurs Working Title en Angleterre, qui ont permis en fait ce pont entre les États-Unis et l'Europe, avec le fait en plus pour moi de choisir de tourner en France avec mes équipes, dans ma bulle créative selon ma manière, qui a permis de donner ce film-là assez hybride. Oui, du coup, il y a un décalage aussi qui se situe. Exactement. Ouais. Et surtout, on a eu un tournage totalement... On a eu près de 100 jours de tournage, une post-prod extrêmement longue. J'ai eu presque 1 an et demi de post-production. Donc voilà, quand on fait le compte, 1 an et demi, presque 2 ans d'écriture, 6 mois de tournage, 1 an et demi de post-prod, on est déjà presque à 4-5 ans. Donc l'enchaînement est pas si long, même si ça fait long, et c'est vrai que pour moi aussi, mais en fait je pense que en tout cas à cette étape-là de ma carrière, de qui j'étais, j'avais besoin de prendre ce temps pour affirmer cette voie-là, trouver ma voie, ma manière de faire mes films, que j'ai définitivement trouvé avec celui-là, et je pense que ça a continué de me donner des ailes pour la suite, quoi. Il y a le film regorge de défis, mais les deux qui sautent principalement aux yeux, c'est le travail avec Demi Moore et Margaret Qualley. Déjà, j'imagine, à la lecture du scénario, elles doivent se projeter sur ce qu'elles vont devoir accepter de donner d'elles. Et puis, il y a aussi le défi des effets spéciaux. Toi, ton choix de faire que du pratique face caméra, quasiment, je pense qu'elle doit être 90-95%. Et en plus, ces deux défis se rencontrent finalement, puisque les comédiennes, dans le défi qu'elles se lancent, non seulement par rapport à leur image, mais il y a aussi le défi qu'elles se lancent de travailler très lourdement avec les effets spéciaux. Du coup, est-ce qu'il y a eu un enthousiasme immédiat? Est-ce qu'il y a, tu as dû les travailler un peu au corps, entre guillemets, les convaincre, et est-ce que ça s'est passé exactement comme tu voulais, ou est-ce que ça a dû dévier parfois? Alors, je savais que pour le film, il fallait un enthousiasme total, immédiat, parce que le film est une vraie vision. Le film était écrit comme ça, de manière extrêmement détaillée, visuelle, sonore. Et je pense que pour les comédiennes qui allaient choisir de sauter dans la barque, il fallait qu'elles aient envie de sauter dans cette barque-là et pas une autre. Sinon, il fallait faire un autre film, en fait. Après, c'est pas pour ça que ça a été facile de trouver les actrices qui allaient accepter de sauter dans cette barque. Et je savais en écrivant le film que le casting allait être le plus gros challenge, puisque l'ambition que j'avais pour le film, c'était de travailler avec une actrice iconique qui représente vraiment ce statut de la star, qui raconte lui-même le film et toutes ses thématiques. Mais je savais que ça voulait dire confronter une actrice à sa pire phobie. Donc je savais que j'allais avoir des portes qui se fermaient, qu'on allait me dire non, ce qui a été le cas, où j'ai proposé le scénario à des actrices qui l'ont refusé, ce que je comprends très bien, parce qu'il faut être à une étape de sa vie ou à un moment de sa vie où on se sente capable de se confronter à ça, ce qui est quelque chose de très challengeant. Et en fait, quand le nom, on continuait à réfléchir à des idées d'actrices, et quand le nom de Demi est arrivé dans la conversation, j'ai dit oui, évidemment, c'est une super idée, mais perdons pas trop de temps, parce que je pense vraiment qu'elle voudra jamais faire un film comme ça, et je la vois pas je la vois pas jouer avec son image de la sorte. Et je savais que pour moi, le défi du film, c'est qu'il fallait pas avoir peur d'y aller totalement. Ouais. Et quand on lui a envoyé le script, parce qu'on n'avait rien à perdre, et quand j'ai entendu qu'elle avait réagi tout de suite très positivement au film, j'étais déjà très surprise et forcément très intriguée. Et j'ai eu en effet besoin d'en savoir plus sur
le fait, comme vous disiez, de pouvoir lui expliquer exactement la barque qu'était le film pour être sûr qu'on puisse faire le travail ensemble dont allait avoir besoin le film. Donc on s'est rencontrés, on a eu beaucoup de discussions préliminaires. On s'est vu presque 5 ou 6 fois pour parler de plein de choses diverses et variées. Et les principales discussions que j'ai eu besoin d'avoir avec elle, c'était surtout sur... Alors, pas sur la thématique, parce que ça, c'était le plus évident pour toutes les deux. Ça a résonné instantanément. Ça a été la chose dont on avait besoin de parler de 5 minutes, tellement c'était quelque chose que elle et moi, on avait vécu de manière différente, mais... ça c'était clair. C'est malheureusement universel. Voilà, exactement. Par contre, ce dont j'ai moi eu besoin vraiment de lui parler de manière extensive, c'est ce dont vous parliez, c'est déjà le registre du film, à quel point le film était lié à la vision de mise en scène et à tout ce que ça impliquait de manière concrète en tournage, puisqu'effectivement, je pense que c'était clairement pas un registre de film auquel elle était habituée. Moi, dans ma mise en scène, je tourne de manière très particulière, où en effet, tout est fait de manière pratique, donc ça entraîne aussi beaucoup de contraintes sur le plan de travail, sur l'ordre dans lequel on tourne les choses. Là, on avait assez peu de moyens pour faire tout ce qu'il y avait à faire. Donc, on était vraiment obligé de rationaliser le temps et de faire les choix les plus utiles pour nous permettre de donner vie à toutes ces scènes. Donc, je lui ai parlé de tout le travail visuel, de tout le travail sonore, de tout ce qui allait entrer en résonance avec sa performance et le travail autour du personnage. Et je lui ai évidemment parlé du travail autour de la nudité, qui était un des vrais instruments pour raconter le film. L'utilité et la signification de chaque plan, parce qu'il fallait pour moi que je sois sûre qu'elle soit à l'aise avec le degré de nudité dont j'avais besoin pour que le film puisse s'exprimer de la manière dans lequel je l'avais écrit, et surtout qu'elle puisse l'investir ensuite de sa propre richesse émotionnelle. Mais pour ça, il faut qu'elle le comprenne, qu'elle l'adoube et qu'elle en ait envie, elle aussi. Donc pour ça, tout était extrêmement déjà précis, storyboardé sur ce que je voulais filmer. J'ai pu lui en parler très, très précisément. Et je lui ai aussi évidemment parlé de tout le travail sur les prothèses, puisque c'était ce qui allait être une énorme contrainte dans le film, parfois plus de 6 à 7 heures de maquillage pour les étapes les plus avancées de sa transformation. Et ça, c'est la plus grosse contrainte, je pense. On ne sait pas comment les actrices vont vraiment réagir avant qu'elles soient dans la chaise de maquillage, si elles n'ont pas eu l'expérience de ça. Il se trouve que Demi, on a eu de la chance, c'est quelque chose qu'elle a complètement accepté, qui faisait même partie prenante de sa préparation d'actrice. Et donc, ça a été quelque chose de très organique pour elle. Mais en amont, c'était hyper important pour moi de lui dire tout ça, on va le faire pour de vrai. Ça va entraîner un tournage très long. Ce qui était la dernière partie de la conversation que j'ai eu besoin d'avoir avec elle, qui était de lui dire aussi... Voilà, ce film, on n'est pas une énorme machine hollywoodienne. C'est un film hybride. Par rapport à tout ce qu'il y a à faire, on n'a pas un énorme budget. On tourne de manière plutôt indépendante. En France, pendant un tournage très long, avec une équipe plus réduite. Ce sont les règles du jeu du film. Il faut qu'on joue tous les mêmes règles, sinon on n'y arrivera pas. Parce que je pense que si... C'est comme dans un mariage, si on ne met pas toutes les cartes sur la table et qu'on part dans une aventure pour les mauvaises raisons, ça peut sembler super au début, ouais, j'ai Demi-Moore, machin, mais pendant le tournage, si on n'a pas envie toutes les deux de faire le même film... Voilà, il faut que tout le monde fasse le même film. Voilà, ça sert à rien. Donc ça a été, je pense, très utile pour moi et pour elle d'avoir toutes ces conversations pour être sûre, par rapport à l'ampleur de ce qu'il allait avoir à faire, du côté émotionnel du film... on se sente vraiment en phase pour faire ce film-là ensemble. Et aussi, pendant toutes ces conversations, j'ai aussi appris à la connaître davantage, puisque moi, j'avais l'image de Demi-Moore par les films que j'avais découvertes plus jeune. Et il y avait toute une partie de sa vie, de sa personnalité que je ne connaissais pas, que j'ai appris à découvrir dans ces conversations, en lisant ses mémoires qu'elle venait de paraître, de publier aussi récemment, où j'ai découvert quelqu'un d'extrêmement
rock'n'roll, qui s'était construite toute seule, qui avait vécu des choses extrêmement difficiles, qui s'était fabriquée à la force du poignet, qui avait navigué dans un monde d'hommes, qui avait réussi à faire sa place, qui avait fait énormément de choix avant-gardistes pour son époque, qui avait fait des choix très féministes aussi, dont je ne me rendais pas compte, moi, à l'époque, dans le fait de poser nue, enceinte, etc. Voilà, c'était quelqu'un qui, en fait, j'ai découvert, avait pris des risques, savait prendre des risques, en avait envie et était tout sauf conventionnel. Quelqu'un de très instinctif, très intelligente. Et je me suis dit, ah ok, en fait, Demi, elle est rock, elle a ce qu'il faut pour venir sur ce film fou. Et à partir de là, on s'est dit, je lui ai dit que j'avais envie de travailler avec elle. Elle m'a dit qu'elle avait envie de faire le film. Et on a eu la base de la confiance qu'il fallait absolument sceller de manière forte sur ce film, parce qu'un tournage, c'est dur, un tournage, c'est fatigant, d'autant plus un tournage de 100 jours qui nous confronte à des thématiques personnelles qui sont remuantes. Donc, il faut être une équipe soudée pour passer les jours avec et les jours sans, les moments difficiles, les moments de fatigue, et arriver à bon port jusqu'au bout. Donc, c'est vraiment comme ça que ça s'est fait. D'accord. J'aimerais qu'on parle un peu peut-être des influences du film. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que y en a plein et elles sont très identifiables, surtout quand on est un amateur de cinéma de genre. Mais elles sont jamais dans un processus, dans une démarche de clin d'œil ou de coup de coude au spectateur. Elles font partie vraiment de la génétique du film et même parfois elles appuient même la puissance symbolique de certaines scènes. Est-ce que tu dirais qu'elles sont plus est-ce que tu les avais directement, ces influences-là, ou est-ce qu'elles te sont venues au fur et à mesure? Lesquelles elles sont? Est-ce que tu as montré des films à ton équipe? Alors, j'ai pas montré de film à mon équipe, mais les influences, en effet, elles sont nombreuses, elles sont très conscientes. Une partie sont inconscientes. C'est ça qui est assez rigolo, apparemment, de films qui, effectivement, sont très proches du film et que je n'ai même pas vu, du coup, que j'ai envie de découvrir. Mais c'est là où je pense qu'on est vraiment le produit de ce qu'on a vu, et les gens qui ont fait d'autres films sont eux-mêmes le produit de ce qu'ils ont vu. Et donc, il y a des billards comme ça à 5 bandes qui se retrouvent dans des influences de films qu'on n'a pas forcément vus, mais qui viennent d'autres films qu'on a vus. J'ai souvent l'image d'une espèce d'océan d'influence où à chaque fois que quelqu'un fait une œuvre, c'est une goutte qui tombe dans l'océan. Moi, je parle d'un blob créatif qui s'amalgame, qui a un amalgame comme ça de l'imaginaire de chaque réalisateur, qui prend une part, qui digère, qui recrache, Et moi, j'adore ça, et je pense que quand on aime le cinéma, on est le produit de ça. On est le produit des films qu'on a aimés, qu'on a vus, desquels on s'est gorgé, qui nous ont fait rêver, qui nous ont fait vibrer. C'est hyper sain de l'assumer à ce point en plus. Moi, je l'assume vraiment totalement, avec plaisir, amour, passion. C'est ces films-là qui m'ont construit. Je parlais de plus jeune, ça a été ma vie. Moi, c'est ce qui m'a rendue vivante, c'est ce qui m'a fait vivre une vie fascinante, mais voilà, mes plus belles émotions, et je les ai à l'intérieur de moi, et ils ont aussi parlé à mon propre langage, puisque c'est vrai que j'ai découvert que mon registre d'expression n'était pas les dialogues, mais était justement la création visuelle, sonore, symbolique de ce que tous les décors, la composition d'images, le climat, le rythme peuvent faire passer comme émotion, peuvent faire passer comme idée, peuvent provoquer aux spectateurs. C'est là-dedans, moi, que je me suis passionnément trouvée dans Revenge, pour le coup, vraiment dans la création de ces scènes très viscérales, très hypnotiques, très silencieuses, mais qui entraînent le spectateur dans une aventure totale. Je pense que les films et les cinéastes qui m'ont particulièrement marqués ont été ceux qui parlaient le même langage que moi. C'est vrai que j'ai découvert assez tard 2001 de Kubrick. Ça a été un choc pour moi effectivement de plonger dans des univers qui parlaient à un inconscient extrêmement fort, qui laissait une trace longtemps après. Parce que pour moi, c'est vraiment de ça de quoi il s'agit. C'est les films qui nous marquent et qui restent, en fait, qui font partie de nous et qui ne disparaissent pas de manière fugace.
Et c'est vrai que voilà, c'est un des films qui m'a marqué parmi beaucoup d'autres, comme étant ce langage que nul autre n'arrive à créer. C'est pour moi l'art du cinéma, c'est arriver à créer ces voyages d'émotions, de sensations par cette utilisation de l'image, du son, des décors qui crée une expérience unique. Et après, il y en a plein d'autres, hein, dans un côté plus organique, jouissif, The Thing de Carpenter, que j'ai découvert aussi assez tard, qui a été une découverte absolument géniale. Et ces références, ces films que j'ai aimés, je les accueille très naturellement quand je suis en écriture, parce que s'ils prennent leur place sur le papier, c'est qu'ils font sens, en fait. Ils ont une utilité, je ne sais pas laquelle forcément au moment où je l'écris, mais je sais qu'elle est là et je la préserve de manière très, très précieuse. Merci Coralie. On doit arrêter malheureusement, on nous fait signe, mais merci beaucoup. Un grand merci à vous. Merci beaucoup et puis bonne chance pour la sortie et encore une fois félicitations pour ce sacré morceau de cinéma. Merci. Voilà, donc l'entretien avec Coralie Farja, entretien très riche. On n'a pas pu poser toutes nos questions. Non, on n'a eu que 20 minutes, donc c'est vrai que c'était un peu frustrant parce que c'était très intéressant. Mais on va poursuivre la conversation un peu à deux. Trop de questions et trop de réponses. Donc voilà, forcément. Mais déjà, ça nous laisse plein de terrain un petit peu pour discuter du film. Et puis, il y avait plein de choses qu'on n'a pas pu aborder, mais dont on va pouvoir parler maintenant. Notamment, je sais pas, par quoi as-tu envie de commencer, Aurélien? Déjà ton ressenti peut-être par rapport au film. Ouais, alors moi déjà je faisais partie de ceux qui aimaient plutôt beaucoup Revenge. Je trouve que c'est un film assez bourrin, bas du front, mais qui va à fond, assez comment dire, déjà vu dans sa construction et dans sa démarche, mais assez rafraîchissant dans sa mise en scène et dans son rythme et dans l'acting aussi. Voilà, Mathilde Alou, c'était super cool dans le film. Jusqu'au boutisme un petit peu parfois aussi de certaines situations et aussi de retournement de code du Rape and Revenge aussi que j'avais trouvé assez cool, notamment sur toute la fin avec le méchant qui se promène la bite à l'air. Ouais, le climax est mortel et puis on retrouve ça dans The Substance, en fait, le côté vraiment elle y va à fond, quoi. Elle a pas peur de faire trop, et alors pour certaines personnes du coup ça peut être trop, ça peut être maladroit, boursouflé. Moi j'adhère, j'aime encore plus The Substance, et le premier truc que je voudrais dire, c'est que déjà il y a une vraie cohérence, je trouve, entre ces deux films. C'est-à-dire que dans les deux films, en fait, on assiste à une renaissance féminine. Dans le premier, Revenge, un peu plus symbolique, mais bon, on est littéralement face à un personnage qui est laissé pour mort et qui va ressusciter. Tel le phénix qui sera gravé sur sa peau dans des circonstances assez rigolotes. Et une renaissance un peu plus littérale dans The Substance, avec littéralement un nouveau corps qui sort de l'ancien. Et pour le coup, c'est deux renaissances, c'est des renaissances qui aboutissent à des résultats diamétralement opposés. C'est ça qui est intéressant. Exactement, aussi. Il y a une salvation dans Revenge, alors que dans The Substance, c'est vraiment une descente aux enfers, quoi. Donc, là, du coup, on a vu le film 2 fois, et j'ai encore plus aimé, moi, la deuxième fois. Il y a des petites réserves sur quelques petits points, mais c'est un film assez passionnant, qui vraiment est un pur film de body horror qui va à fond, avec un message social qui fait pas du tout. On est très loin d'une démarche où on veut faire un film social et on va le faire dans le genre de l'horreur parce que c'est un peu hype, mais on n'a pas vraiment envie d'y aller à fond. Là, c'est pas le cas. On en a vu des films comme ça, notamment francophones. Là, c'est pas le cas. Elle y va à fond. Elle veut avant tout faire une série B, je trouve, faire un film d'horreur. Mais voilà, elle veut parler, bien sûr, une série B, un truc on peut parler de cinéma d'exploitation un peu à gros budget, mais voilà, n'empêche à aucun moment d'avoir un discours social et de parler de choses modernes. Et donc voilà, là en l'occurrence, le male gaze, le façonnement du corps féminin par l'homme, le patriarcat, toutes ces choses-là. Donc voilà, c'est assez pareil dans son discours, c'est assez bourrin, c'est assez binaire, mais moi je trouve que c'est ce qui fait que le film fonctionne, en fait. Oui, en fait, le film ne peut fonctionner que comme ça, c'est-à-dire qu'il est en mode satire énorme, qui va vraiment t'en mettre plein la gueule de A à Z. Si le film avait été beaucoup plus subtil dans son approche du sujet et dans sa démonstration de body horror,
il aurait demandé beaucoup plus de rouage supplémentaire. Par exemple, un exemple tout con, mais c'est la façon dont le personnage de Demi Moore comprend instinctivement comment elle doit utiliser la substance, etc. Ce qui est des choses qui c'était dans un film purement réaliste. Et d'ailleurs, vous avez entendu dans l'entretien que le réalisme, justement, Coralie Farja, elle le fuit dans le cinéma. Elle fait du cinéma pour fuir la réalité. Donc c'est exactement ce qui se passe dans le film. Si on avait été dans du réalisme, on se dirait mais comment elle comprend comment ça marche, il faudrait un tutoriel plus précis, ouais, etc. Ou alors ils auraient cherché à expliquer un peu plus le côté société secrète qui est derrière ça, voilà, entreprise secrète, d'où ça vient, pourquoi, là c'est pas du tout expliqué. Et en fait c'est en ça qu'il faut acheter le film. Et si jamais vous avez cette approche extrêmement satirique et qui enlève tout un pan explicatif pour aller direct à l'essentiel, ça vous gêne, vous risquez de ne pas rentrer dans le film. Si en revanche vous achetez justement son extrémisme et que vous montez dans le ride avec Coralie et avec sa façon de filmer et de raconter, là par contre vous êtes parti pour un truc absolument génial et qui m'a fait penser un petit peu à du body horror version MTV, parce que c'est vrai qu'en même temps, et ça c'est un autre point dont on aurait bien aimé parler avec Coralie mais dont on va parler maintenant, c'est que le film s'inscrit dans un truc, c'est toi surtout qui défendais ce truc, je suis très d'accord avec toi, dans un côté assez moderne, on voit que ça se passe aujourd'hui, mais en même temps refuse tout un pan du sujet même de la célébrité et de l'envie d'être vu, qui est les réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai, il y a un vrai anachronisme, parce que même si le film nous donne pas d'année précise, bon voilà, on voit des smartphones, on voit que ça se passe quand même à une époque quand même plus ou moins récente. Mais effectivement, elle omet toute la partie réseaux sociaux, et encore plus, elle s'attache à un truc un petit peu naïf d'émissions de télé, de fitness, quoi, chose qui existe toujours aujourd'hui, mais il n'y a pas de... C'est un truc un peu plus vieux de voir vraiment des méga stars qui font des émissions de fitness ou de... Bon, voilà, donc il y a un décalage là-dessus, mais moi, je trouve que c'est assez séduisant du coup, parce que ça rend le film assez bizarre, assez étrange, où on ne sait pas trop le situer, et en tout cas, les thèmes sont universels, donc dans tous les cas, ça parle, et c'est ce qu'elle cherche à faire. Et en plus, je trouve ça assez malin de s'éloigner des réseaux sociaux, parce qu'on l'a vu beaucoup de fois. Je trouve que les réseaux sociaux au cinéma, c'est encore un truc qu'on a du mal à mettre en scène. Ouais, ça devient un peu tarte à la crème aussi. Sociétal, même sociétal dans le sujet, je veux dire, finalement. Le sujet, c'est globalement le regard masculin, enfin, comment le corps féminin est emprisonné par le regard masculin. Et est-ce qu'on a vraiment besoin du prisme réseaux sociaux pour comprendre ça ? C'est une thématique tellement plus intemporelle. Oui, et puis, bon, enfin, en plus, justement, dans la mise en scène de ça, dans une narration. Alors, à part quelques films d'horreur un peu in-screen horror qui se passent que sur des écrans de téléphone ou d'ordi, qui peuvent être assez bien faits. Souvent les incrustes de messagerie, de trucs de réseaux sociaux qui n'existent pas souvent, en plus parce qu'il n'y a pas les droits de refaire Insta ou quoi machin à l'écran, bon, des fois ça me sort un peu du film, donc là moi j'adhère au fait qu'elle le fasse pas, et je trouve que ça, franchement ouais, ça marche à fond, et tout le climax là, les 20 dernières minutes. Moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ok, j'aurais pas dû penser qu'elle allait si loin, parce qu'il y a vraiment un rythme assez binaire dans le film où on alterne les semaines avec Elizabeth Sparkles, donc Demi Moore, ça aussi on va reparler des actrices, et Sue, donc la version plus belle, plus sexy, plus jeune, qui est interprétée par Margaret Qualley. Et donc le film est un petit peu sur son rythme comme ça, binaire, et il chamboule tout dans un dernier segment qui est absolument tonitruant et qui transpire tout l'amour du cinéma un peu extrême, gore, grand guignol qu'a Coralie Farja, et ça fait plaisir de voir ça au cinéma, quoi, avec un budget quand même comme ça assez conséquent, c'est 17 millions je crois, avec un casting comme ça. Non, franchement, moi je trouve qu'en 2 films elle a quand même imposé un style qui peut dérouter, parce qu'encore une fois je trouve qu'il est très en soi de premier abord pas subtil, mais je trouve que c'est ce qui fait son efficacité, et je trouve qu'il y a des trucs plus subtils que d'autres. On pourra peut-être en parler un petit peu, mais au début, la première fois que j'ai vu, je me suis dit, toute la partie, sans spoiler bien sûr, mais il y a toute une partie sur la bouffe où Demi Moore mange énormément parce que elle aime pas son corps, et c'est une sorte de vengeance un peu sur Sue qui prend de plus en plus de place, et au début je me suis dit, bon, les scènes sont assez saisissantes de l'avoir bouffé comme ça, cuisiné et tout, mais qu'est-ce que ça veut dire plus que manger c'est pas bien? Effectivement, en fait, manger c'est pas bien dans le sens de ce que le film veut dénoncer, c'est-à-dire le corps féminin parfait, mince et tout, et ce côté patriarcal de fat shaming, tout ça, de corps juste différents.
Et en fait, moi, j'ai compris pourquoi Demi Moore vraiment faisait ça dans la deuxième fois que j'ai vu. Parce que la première fois que j'ai vu, je me suis dit, à part dire ça, en fait, il n'y a pas de logique parce que les corps sont pas. Le fait qu'elle mange alors qu'elle est dans son corps, entre guillemets, de femme mûre, de vieille, n'influence pas le corps jeune parce que les corps sont complètement séparés. Et du coup, je me dis, à quoi ça sert ? Et en fait, il y a une scène du film qui explique ça, je trouve, c'est celle où Sue a une sorte d'hallucination dans les toilettes là, de l'émission où elle sort quelque chose de son nombril. Je veux pas spoiler, donc je laisse la surprise. Et en fait, du coup, ça montre vraiment l'impact psychologique qu'a le fait de manger mal sur son esprit à elle. Et donc, comme l'esprit, c'est une seule personne, c'est un impact psychologique sur elle. Voilà, parce que, encore une fois, pour moi, du coup, ça veut pas dénoncer les gens qui mangent mal et qui mangent trop, ça veut dénoncer le fat shaming, le fait de on te juge encore plus quand t'es une femme, on te juge encore plus de tout quand t'es une femme. Et puis donc, aussi de ce que cette maîtrise absolue que tu es censé, enfin, quand tu es une femme, que tu es censé avoir de ton corps, l'impact que ça fait, la nourriture qui sort des codes, on va dire, acceptables pour quelqu'un qui veut garder la ligne, etc. Et de l'impact psychologique que c'est peut-être demander de se faire plaisir en mangeant, etc. Oui, c'est ça, c'est clairement ça. Et pareil aussi, je trouve que c'est le fait d'avoir choisi de raconter cette histoire avec le fait que ce personnage ne rajeunit pas, mais que ça devient deux entités séparées qui finissent par, pourtant, même si elles viennent de la même personne, et d'ailleurs ça lui est répété tout le temps au cours du film, n'oubliez pas, vous n'êtes qu'une, et qu'en fait ça devient juste deux antagonistes. Ça aussi, je trouve que symboliquement c'est très simple, mais c'est très fort justement sur ce que ça raconte, de la façon dont finalement une femme qui subit ces dictates se bat contre elle-même, plus que de se battre contre les sociétés. Finalement, elle se rend pas compte qu'elle se bat contre elle-même, mais que ça devient un côté... on finit par se détester, on finit par détester l'autre. Quand on a envie d'être... quand on arrive à se conformer dans les codes, on déteste la personne qu'on pourrait devenir. Enfin, dans les deux cas, en fait, on déteste cet alter ego possible. Et je trouve que cette dualité, elle est vachement bien transcrite par ce choix de scénario très simple, mais super efficace. Mais c'est en ça, en effet, que le film, je trouve, peut même clairement manquer de subtilité à certains moments. Le personnage du producteur, interprété par Denis Quaid, qui est très drôle, mais il s'appelle Harvey, il mange de façon dégueulasse, etc. C'est des choses qui appuient très fort, mais en même temps, comme Coralie le disait dans l'interview, elle fonctionne sur un point de vue visuel, elle fonctionne sur des idées directes assénées de façon presque en un seul plan ou en une seule scène pour vraiment appuyer ses effets. Clairement. Et donc ça participe un petit peu au côté excessif de tout le film. Mais ce genre peut-être de manque de subtilité là est largement compensé par d'autres aspects beaucoup plus subtils du film, comme ce choix de différencier les deux personnages, et aussi comme la mélancolie, je trouve, qui s'installe, que ça doit être un film très satirique, très, très méchant, très... c'est une farce, en fait le film est une farce, vraiment, une farce, mais qui devient moderne. De plus en plus cruelle sur la fin, de plus en plus triste finalement pour ce qui arrive au personnage. On finit pas par... Enfin, c'est pas un film où j'avais peur de rester pendant le film extérieur au point de vue du personnage et à juste être spectateur de ce qu'elle subit et non pas acteur de ce qu'elle subit, et je trouve qu'au final on arrive à devenir acteur de ce qu'elle subit, et ça aussi c'est un petit tour de force. Bien sûr, Demi Moore est très, très touchante, elle est incroyable dans le film. Quel choix merveilleux d'avoir mis Demi Moore dans ce rôle-là. Et puis tu vois, pareil, elle filme le corps vieillissant de Demi Moore sans artifice, frontalement, alors que en opposition elle va glamouriser par sa mise en scène le corps de Sue, et elle va le filmer à travers un regard très male gaze. En fait, la forme du film adopte ce qu'il dénonce. Alors ça peut être aussi un peu paradoxal, on en avait ça, déjà on va en discuté, parler, en effet, ouais. Parce qu'en fait le truc là, c'est que nous on est deux mecs et on parle de The Substance. Bon voilà, on a je pense qu'on est quand même assez déconstruit et pas une charpente comme diraient certains d'autres mais bon, c'est sûr qu'il manque peut-être là pour parler plus longtemps une femme autour de cette table et d'avoir un point de vue féminin. C'est sûr qu'on peut pas nous on sera jamais des femmes, mais n'empêche que on est aussi sensible à ces sujets, bien sûr, sinon on n'en parlerait pas comme ça. Mais ça peut aussi gêner, et du coup on a des gens autour de nous qu'on connaît, notamment notre chère amie Sophie Grèche, qui n'aime pas tellement le film et qui a été gênée par cette approche très male gaze que prend la mise en scène. Ça a été le cas aussi de ma femme à qui j'ai montré le film l'autre jour. Elle est sortie du film, elle a dit franchement j'adore le côté horreur, body horror, la mise en scène, tout est trop beau, c'est hyper stylé, mais je me sens mal et j'ai l'impression que le film a été hyper violent envers moi, et j'ai l'impression que du coup que je suis pas belle parce que je correspond pas à ce que le film montre. Et c'est vraiment à double tranchant le fait de
de filmer vraiment, d'adopter une mise en scène par le prisme du male gaze, c'est-à-dire qu'elle va faire des scènes avec Sue qui est hyper sexy, elle va la filmer sous toutes les coutures et tout, et elle va montrer ce qu'elle veut dénoncer, c'est-à-dire ce regard masculin sur le corps féminin. Et il y a vraiment une scène qui encapsule ça, c'est vraiment celle où tous les mecs, là, les techniciens de l'émission, se rapprochent de l'écran et font image par image sur les fesses de Sue pour voir s'il n'y a pas eu un problème sur le plan. Et c'est vraiment l'œil masculin qui décortique jusqu'au moindre détail le corps féminin. Donc pour moi, c'est cohérent de le faire comme ça. Mais encore une fois, je suis un mec. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des femmes autour de moi que ça a gêné et je peux l'entendre tout à fait, ça se discute tout à fait. T'en penses quoi, toi, Laurent ? En fait, il y a toujours, je trouve, un danger d'interprétation du public quand tu choisis de filmer une problématique en adoptant le langage visuel de cette problématique. Il y a toujours un risque d'incompréhension. Après, moi, je trouve que c'est toujours courageux d'un réalisateur ou d'une réalisatrice de choisir d'adopter le point de vue visuel parce que c'est le substrat même du film, en fait. C'est en adoptant le point de vue visuel que tu arrives à raconter par l'image ce que tu veux raconter et dénoncer. Mais il y a un risque d'incompréhension. Donc, je pense que là, après, il y a... ça devient complexe là. Déjà, le cinéma est de l'ordre du subjectif. Toutes nos discussions autour du cinéma et sur le cinéma sont du pure subjectivité. Le cinéma ne peut être que ça. Enfin, pour moi, il ne peut pas y avoir d'objectivité sur le cinéma, à part vraiment c'était face à un nanar où il n'y a rien qui va. Mais là, pour le coup, on parle vraiment de la subjectivité de la réception d'un tel mode d'expression cinématographique, c'est-à-dire est-ce que, comme tu parlais de l'effet que le film a eu sur ta désormais épouse, félicitations, on peut pas contrôler ça. Ce qui est intéressant, c'est que ça amène toujours une discussion, du coup, autour de ce genre de réaction qu'on peut avoir face à un film. Déjà, rien que ça, je trouve ça important. Des films qui font l'unanimité absolue et sur lesquels il n'y a pas de prise de discussion, etc. C'est très cool. Ça veut dire que les films sont super réussis, mais moi, j'aurais toujours une tendresse pour un film qui tente des choses et qui peut éventuellement c'est pas qu'il les réussit pas, mais c'est qu'il prête le flanc à une critique d'une partie des gens qui vont le voir, et là du coup ça lance une discussion. Moi je trouve que à partir du moment où le sujet du film il est clair, déjà pour moi il n'y a pas d'ambiguïté, on peut toujours discuter et expliquer, même si c'est subjectif et on peut très bien ne pas être d'accord avec nous, mais au moins voilà, il existe une frontière, enfin une faille où on peut dire oui, mais si elle filme ça comme ça, c'est parce qu'elle veut dire ça comme ça, etc. Après, quand on voit Revenge, c'était déjà le cas en fait. Revenge ne cachait pas le fait que son héroïne était une nana extrêmement attirante, qui se mettait extrêmement en valeur, qui le faisait pour attirer le regard des hommes. Mais du coup, ça aussi, ça avait déjà été reproché à Revenge. Ça lui avait été beaucoup reproché qu'elle mettait en scène en soi une allumeuse, et du coup, le fait qu'elle se fasse violer, pour moi, le film l'excuse pas du tout, mais il y a des gens qui l'ont relevé, effectivement, ça peut paraître problématique. Mais en fait, du coup, rien que le fait de faire ce choix-là dans Revenge amène au propos de oui, et alors ça n'excuse rien. Bien sûr, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Une femme a le droit d'être sexy sans être automatiquement convoitée physiquement, violentée physiquement et violée par un homme. Et je trouve que c'était là finalement tout le propos de Revenge. Et déjà, Revenge du coup tendait un petit peu le bâton, mais en même temps pour confronter les gens à leur propre perception. C'est ça, c'est ce que fait The Substance aussi, quoi. C'est ce que fait The Substance. Donc moi vraiment, c'est quelque chose que j'adore voir dans un film. Déjà quand un réalisateur prend un risque, et Dieu sait qu'elle en prend des risques. Il y a un vrai parti pris. En plus, c'est un parti pris de laisser un peu ces personnages, alors surtout Sue, donc la version jeune, dans une case fixe, c'est-à-dire que le personnage n'évolue pas. Et elle est complètement conditionnée à 100% par le regard masculin, et du coup à aucun moment elle va se dire mais est-ce qu'il faudrait pas que j'essaye de sortir de ça, en fait. Parce qu'elle n'existe que pour ça, en fait. C'est ça, elle n'existe que pour ça. Elle est la partie de personnage de Demi Moore qui n'existe que pour ça. Donc en fait c'est un peu logique et cohérent qu'elle ne le remette pas en cause. Et du coup je sais que ça aussi ça a gêné des personnes. Ça peut gêner parce que en fait le côté en fait les femmes c'est pas juste des objets qui veulent se plier au désir masculin, parce que le personnage de Sue c'est ça à 100%. Mais en fait justement elle montre qu'elle est formatée depuis toujours là-dedans, et que du coup c'est l'incarnation complète de ça. C'est parce qu'en fait c'est la partie symboliquement c'est la partie de Demi Moore qui ne veut pas vieillir, qui veut continuer à être reconnue, à être aimée, et du coup c'est l'incarnation complète de ça. Donc à partir de ça, moi c'est cohérent, et c'est là que la fin est à la fois très drôle et très tragique, parce que en fait jusqu'au bout, tragiquement, elle va aller chercher ça jusqu'à la dernière seconde. Mais justement, même je trouve que ce refus du personnage de Sue
Enfin, c'est même pas ce refus, c'est cette inconscience du personnage dessous du fait qu'il faut sortir de ce truc et complètement l'illustration du propos du film. C'est-à-dire que elle ne se rend même pas compte qu'elle alimente un système en faisant ça. Exactement. Et dont elle n'essaye pas de sortir parce qu'elle ne comprend pas qu'il faut en sortir. En fait, elle est prise dans ce piège-là. Donc, non, moi je trouve qu'il y a. Après, je peux comprendre qu'en tant que femme, ça te plaise pas trop de voir un personnage comme ça qui arrive jamais à comprendre. Enfin, tu vois, nous, même si on vivra jamais ce que vivent les femmes. Donc, j'entends grave ce point de vue que ça peut être vraiment. Blessant de voir un personnage féminin comme ça qui n'évolue jamais, quoi. Je peux l'entendre aussi, bien sûr. Mais voilà, cette conclusion, même si au final le climax du film a un côté gros doigt d'honneur, et d'ailleurs c'est très drôle parce que moi en voyant le film, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que c'était un petit peu ce que Coralie Farja imaginerait si elle montrait un film comme The Substance à Cannes, en sachant qu'en plus le film a été tourné en partie à Cannes, puisque le film a été tourné intégralement en France et toutes les scènes d'extérieur avec les palmiers et tout ont été tournées à Cannes et non pas à Los Angeles. Et voilà ce final où, alors, sans trop vous en dévoiler, vous verrez l'analogie qui pourrait être faite par rapport à une production cannoise. Le fait est que le film a été sélectionné à Cannes et a gagné un prix. Et du coup, on n'a pas pu poser la question on the record à Coralie Farja, mais on lui a posé très rapidement à la fin de l'interview. Ça l'a beaucoup fait rire, ce qui voulait dire qu'elle n'avait pas capté ce truc-là, mais elle s'est dit qu'en effet, ça pourrait complètement marcher. Donc voilà, mais ce grand final complètement ganguignolesque dont on vous dira pas la teneur parce que ce serait dommage. Je sais qu'on est connu, je suis connu pour spoiler les films, mais là, je ne vais rien spoiler. Donc voilà, non, on vous encourage vivement à aller voir The Substance, parce que c'est un vrai j'aime pas ce mot proposition, mais en tout cas c'est un vrai parti pris de genre extrême, enrobé dans un package de films grand public entre guillemets. Oui, parce qu'il y a un côté très bonbon comme Revenge en fait, hein. Il y a un côté très pop, très clipesque et qui rend le film c'est vrai en fait très fun à regarder. Oui, malgré la noirceur de l'histoire en soi. Non, ouais, parce que c'est vrai que Coralie Farja avait dit dans plusieurs interviews qu'un de ses films préférés c'était Requiem for a Dream, et en effet il y a une descente aux enfers un peu similaire, en tout cas dans le côté un petit peu inexorable d'une descente aux enfers où on sent que rien ne viendra sauver personne. On s'en rend compte assez vite dans le film. On voit pas trop quelle pourrait être l'issue, mais en même temps voilà, c'est un vrai film pop qu'on prend un grand plaisir à regarder, et dont on sort. C'est marrant, du coup, je trouve qu'on en sort à la fois ragaillardi par la proposition extrêmement dynamique, par le shot visuel qui est constamment le film, et en même temps quand même assez attristé par le monde de merde dans lequel on vit. Le monde de merde, et puis par les extrêmes psychologiques vers lesquels le ou les personnages... c'est à vous de décider, sont forcés d'aller. Tu sens que c'est un exutoire, c'est pas pour rien bien sûr que c'est réalisé par une femme, hein. Tu sens qu'il y a un vrai exutoire, une vraie rage qui est mise envers le patriarcat et envers tout ce male gaze que tu subis depuis toujours quand t'es une femme en fait. Et en tout cas c'est aussi une nouvelle preuve qu'il était temps que le cinéma de genre donne de plus en plus, enfin vraiment c'était une vraie urgence que le cinéma de genre donne la parole à des réalisatrices. Ça a longtemps été la chasse gardée de réalisateurs masculins, et la pluralité de points de vue que ça apporte est en train de vraiment de donner un nouvel élan, je trouve, au cinéma de genre, que ce soit en France ou à l'international, et c'est vraiment la preuve qu'il fallait le faire, il aurait fallu le faire depuis le début, parce que là on est en train de se manger quand même depuis quelques années des sacrés bons films. C'est clair. Voilà, donc allez voir The Substance le 6 novembre en salle, distribué par Metropolitan. Normalement c'est demain si j'ai réussi à me sortir les doigts pour le montage, sinon c'est aujourd'hui, on verra bien. Aurélien, petite conclusion plus globale sur l'actu Shadows qui a été assez funky ces derniers temps. Ouais, écoutez les amis, là on sort d'un mois Mastock, et c'était intense, mais c'était très kiffant parce que il y a eu, d'un côté déjà, il y a eu TRFR 3, donc le dernier Shadowscast on l'a enregistré quelques jours avant la sortie. On n'avait pas eu encore la sentence du moins de 18 qui nous a fait très peur au début, et puis en fait qui a été qui nous a fait plaisir à la fin. Qui a fait plaisir à la fin. On a eu la chance que les exploitants ne nous lâchent pas trop massivement, et du coup on est quand même sorti avec un bon parc de salles, et ça a fait commenter vu que le film a cartonné dès sa première journée. Donc voilà, ça c'est une surprise immense. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous, d'être allé voir le film, ouais.
Et donc c'est fou, là on est à quasiment 450 000 entrées au jour où j'enregistre ça, donc le jour d'Halloween. Donc c'est dinguerie. C'est dinguerie, d'autant qu'en plus on a eu la chance de recevoir une partie de l'équipe du film, que ça s'est passé de façon idyllique, tout le monde a été adorable. On a pu en plus rester un peu en contact avec eux après quand ils sont repartis pour leur dire un petit peu ce qui est la folie que c'était en train de devenir en France au moment où c'était pas encore sorti aux US, mais on sentait en revanche que la presse était déjà vraiment au taquet sur le film. Et voilà, donc c'est en plus de la satisfaction immense d'avoir sorti ce film très très méchant et d'avoir réussi d'ailleurs, nous ne sommes pas tout seuls, hein, bien sûr, nous saluons nos plus que partenaires ESC et Factoris, mais tous ensemble d'avoir réussi à amener ce film au public français et d'avoir pu être témoin de cet événement, parce qu'on ne va pas se cacher, un film d'horreur aussi vénère interdit aux moins de 18 ans qui fait ce genre de score, ça arrive très peu fréquemment. Hein, là, ça y est, c'est Alors, aux États-Unis, du coup, c'est unrated, donc c'est le film unrated le plus rentable de tous les temps. C'est un truc de malade. Donc, unrated, donc si vous ne savez pas, ça veut dire que le film n'est pas passé devant la commission de censure. Parce que dans tous les cas, c'est trop violent. Parce que, quoi qu'il arrive, il serait tapé une interdiction vénère. Mais contrairement en France, où on ne peut pas sortir sans visa, délivré par le CNC, aux États-Unis, c'est possible. Mais il y a moins de salles, du coup. Voilà. Ce qui n'a pas empêché le film d'être un gros carton. Exactement. Pour donner un élément de comparaison, sur Terrifier 2, on a fini à 75 000 entrées. Voilà. Et là, on n'a pas fini et on est à 450 000. Voilà. Donc, merci encore. Et vive Terrifier. Ouais, c'est clair. Et puis, du coup, en plus de ça, donc. Parce que c'est pas comme ça. Oui, non, c'est vrai. Hein, voilà. Tout le mois Halloween Special. Alors, déjà, il y a eu un mariage entre temps. Il y a eu un mariage. Au pire moment. Voilà, bravo. Non, mais très bien choisi la date. Si, c'était très bien choisi la date. Moi, je voulais un mariage d'Halloween, donc voilà, il n'y avait pas le choix. C'est pas genre Aurélien s'en va et va se marier et nous laisse notre mère. Non, il nous invite, ce con. Donc en plus, on est obligé de poser des jours, on est obligé d'y aller, de se bourrer gentiment la gueule, de revenir avec la tête dans le coltard. Parce que lui, bien sûr, il n'est pas revenu tout de suite, il a continué à kiffer sa vie de newlywed. Nous, il fallait qu'on revienne au turbin, mon petit. Donc, non, mais j'ai saigné du cul les 2 semaines avant de partir pour tout boucler avant de partir, et puis la reprise elle a été intense aussi, donc voilà. Mais donc oui, il y a eu ça, bon ça c'est perso, mais donc globalement c'était un moment intense, surtout à tout point de vue, donc perso et pro, et donc oui, voilà, donc 40 films sur le mois, enfin 38 en tout pour être exact. Donc là c'est le dernier jour aujourd'hui, ça y est, on vient de sortir le dernier film, Crazy House, dernier film qui d'ailleurs nous est tombé dans les bras au tout dernier moment. En fait, on avait envie depuis le début de vous proposer Crazy House en climax de cette programmation Halloween, et il a fallu un petit peu se battre pour récupérer on a attendu la réponse si longtemps, et en fait début octobre on voulait annoncer la prog et tout, et en fait comme c'était pas sûr du tout, on l'a pas annoncé, et quand ça l'a fait, on a fait le switch de programmation parce que c'est vraiment le film qu'on voulait. Nous, c'est un coup de cœur pour nous, ce truc là, et c'est le film qu'on voulait pour le 31. Donc pour rappel, on a sorti un film par jour du 1er au 31 octobre. Les films restent en ligne là, même si Halloween est fini, vous inquiétez pas, donc vous pouvez tous les voir. Il y a une belle sélection sur la page d'accueil, et donc voilà, beaucoup de trucs cultes, des courts-métrages, des longs-métrages, et plein d'exclusivités. Et donc voilà, on voulait absolument Crazy House, du coup, que je vous recommande chaudement, qui sort aujourd'hui, qui est un film réalisé par 2 Néerlandais, donc je vais écorcher le nom. C'est Stephen Ahars et Flip van der Kuel. Oh, celui-là, ça va. Et donc ils avaient fait un diptyque qui s'appelle New Kids. Il y avait New Kids Turbo et New Kids Nitro, que moi j'adore pas, mais c'est un peu Dick Henneck sous stéroïde, quoi. Ça part dans tous les sens, c'est très vulgose, c'est très trash, mais voilà, moi j'avais pas accroché plus que ça, parce que voilà, un peu trop conscient de sa connerie. Mais voilà, ça, si c'est votre cam, ça peut être très fun. Et là, pour le coup, Crazy House, moi j'ai adoré. On est dans une espèce de, un peu à la manière de ce que a fait Late Night with the Devil cette année, où c'était un late show américain qui partait en cacahuète en direct. Et bah là, c'est une sitcom 90s, un peu à la Prince de Bel-Air, Ma sorcière bien aimée, tous ces trucs comme ça là. Et surtout La fête à la maison. La fête à la maison, ouais. Et qui part en couille complet quand un groupe d'ouvriers russes vient pour faire des travaux dans leur baraque, les Christians, donc littéralement les chrétiens, petite famille un peu parfaite, donc avec notamment Nick Frost qui incarne le père et Alicia Silverstone qui incarne la mère, et qui sont géniaux, et c'est trop bien de les voir ensemble là-dedans.
Et bah voilà, tout ça va se retrouver chamboulé par cette arrivée d'ouvriers et ça part très très loin. Pour moi, c'est un peu un mélange de South Park, Too Many Cooks et puis Late Night with the Devil. Enfin, c'est à la fois daté dans ce que ça montre parce que ça épouse les codes des sitcoms de l'époque. Donc voilà. Et puis le film dérive vers autre chose, vers plein de trucs différents en fait tout le temps. Et voilà, c'est hyper méchant, c'est hyper immoral. Ça crache sur tous les cancers de l'Amérique. Justement, de montrer une petite famille bien sur tout rapport, mais même trop, enfin agaçante, t'as envie de les étrangler. Et comment en fait tout ça va être perverti de l'intérieur et va exploser, et toute leur névrose et tout vont exploser. C'est très drôle, c'est très méchant, on est très content de sortir ça pour un soir d'Halloween, c'est parfait. Ouais, moi j'ai eu la chance de le découvrir en salle durant le FEFS, le Festival européen du film fantastique de Strasbourg, que je salue bien bas par ailleurs, et c'était une séance de minuit et la salle était en folie, mais vraiment c'était et du coup je me disais il nous faut absolument aussi pareil. Toi, tu l'avais déjà vu avant moi, mais je l'avais pas encore vu. Mais j'ai pas vu au cinéma, moi. Tu l'as vu en screener. Ouais. Voilà. Je vais le remater ce soir, je pense. Ouais, moi, je pense que je vais aussi le remater. Je vais le montrer à la petite famille, mais voilà, très, 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 très cool. Moi, j'ai un autre. Il y a 2 autres films dans cette très riche sélection que j'ai envie quand même de vous conseiller. Il y en a un. Alors, c'est un classique qui n'était pas facilement visible jusqu'à il y a peu, jusqu'à sa ressortie notamment en vidéo chez Le Chat qui fume, si je ne m'abuse. Ouais, je crois. C'est la maison aux fenêtres qui rient de Pupi Avati. Un giallo, mais pas complètement, mais quand même un petit peu, avec une atmosphère vraiment particulière, vraiment putride, qui vraiment vous colobasque et vous lâche plus. C'est pas le film le plus démonstratif de la Terre, mais en revanche, il y a vraiment une ambiance à couper au couteau, assez délirante. Pupi Avati, qui est vraiment un réalisateur assez intéressant. C'est pas le réalisateur le plus abonné au genre du cinéma italien de la grande époque, mais en revanche il continue encore de réaliser. Il avait fait Zeder qu'on avait vu sur Shadows. Mais il s'est distingué par 2 films vraiment importants de genre. Zeder, donc une relecture du mythe de zombie avec un côté un petit peu métaphysique, on va dire, qui était vraiment excellent. Et donc cette maison aux fenêtres qui rit. Donc voilà, ça c'est une de mes recos. Et puis L'Astro aussi, parmi les inédits qu'on a récupérés pour ce Halloween, qui est un petit film de siège que je trouve vraiment extrêmement efficace, avec des personnages très bien croqués, très bonne gestion du suspense, de l'espace, de très belles photos, avec un petit fond social très cool. C'est pas un film qui va révolutionner quoi que ce soit, mais en revanche c'est très bien exécuté, c'est un vrai plaisir à voir. Ouais, moi j'aime bien aussi l'Astro, un peu moins que toi, mais je trouve que la deuxième partie est un peu plus faible que la première, un peu répétitive, mais c'est très chouette et l'actrice principale est top. Ouais, c'est clair. Donc ouais. Et moi j'en refais deux petites parce que vous connaissez mon amour pour les phone footage inconnus au bataillon. Et donc là on a pu en sortir quelques-uns. Il y en a 2 dont je suis très fier. C'est Exhibit A de Dom Rotheroe, un film britannique de 2008, complètement inédit. C'est jamais 2007 même, jamais sorti en France. Et c'est vraiment un drame familial en soi dans ce que ça raconte, mais qui épouse la forme du phone footage, puisqu'il y a l'adolescente de la famille qui va faire un journal vidéo et qui va filmer un peu le quotidien. Et donc c'est un peu le pétage de câble d'un père de famille qui va commettre l'irréparable, et ça fait froid dans le dos, c'est assez terrifiant. Je veux pas le voir. Ouais. Et la fin est vraiment traumatisante. On a vraiment l'impression de voir un fait divers qui se déroule en direct sous nos yeux sans qu'on puisse faire quoi que ce soit, et du coup c'est criant de vérité parce que le côté du coup fun footage et tout apporte ça, je trouve, parce qu'il est très bien géré. Donc ça c'est mortel. Et le deuxième, c'est un film de 2015 américain qui s'appelle Savage Land, réalisé par Phil Guidry, Simon Herbert et David Whelan, qui sont 3 mecs, c'est vraiment 3 cinéastes amateurs qui sont alliés pour faire un film. Et pareil, on est dans le fun footage, on va suivre le post-massacre d'une petite ville, ouais, c'est ça, près de la frontière mexicaine. Il y a un immigré qui va être accusé très vite d'avoir tué toute la ville en fait, et on va comprendre très vite que c'est plus compliqué que ça, notamment quand des photos sont retrouvées sur les lieux avec des présences très étranges sur ces photos. Et voilà, ça épouse la forme du faux documentaire là pour le coup, avec des interviews, une enquête, tout ça. Et c'est assez passionnant, c'est très bien fait, les photos font froid dans le dos. Et vraiment, le film c'est très malin, et le film arrive à jamais tomber dans la peur facile et à rester dans cette douce frontière entre fascination et frustration. C'est-à-dire frustration parce qu'on va pas en voir trop, mais du coup c'est ce qui le rend crédible et qui garde la crédibilité du fun footage, du processus
processus, et fascination parce que on a envie d'en savoir plus, on a envie de creuser le mystère et le creuse juste ce qu'il faut. Voilà, c'est assez passionnant, Savage Land. C'est même très malin parce que à un moment dans le film, on voit un peu en image on a un goût un petit peu de ce qui peut s'être passé à travers des images qui bougent, filmées, et c'est moins efficace qu'à travers les photos qui sont découvertes. Et les photos sont vraiment, vraiment mortelles pour le coup. Et puis, il y a un côté Romero aussi, je trouve, dans le film, qui, je trouve, je suis pas le seul d'ailleurs à avoir vu cette analogie, mais qui est vraiment évident, et on sent qu'ils ont retenu les leçons de Romero. Voilà, donc tout petit budget, beaucoup d'astuces, d'espièglerie, un pays de Candy, désolé, c'est une rêve de boomer, et pour beaucoup d'efficacité au final. Donc ça aussi, je te seconde, mais je veux pas voir Exhibité, ça va me faire bader. T'es badant. Voilà, donc merci. Voilà. En tout cas, merci pour tout le soutien sur ce mois d'octobre. On a eu plein de messages trop cool, on a eu plein de nouveaux et nouvelles arrivantes. C'est top. Welcome à vous. On espère que vous écouterez ce podcast et que on va vous fidéliser. Voilà. Mais du coup, donc on est content de sortir du mois d'Halloween, mais c'était top. C'était top. Et merci à toute l'équipe qui a fait un travail de fou. C'est clair. Voilà, c'est donc la fin de ce premier hors-série. On se retrouve très vite, courant du mois de novembre, pour le podcast habituel. On est en train de le mettre sur pied. Il va y avoir de l'invité avec une thématique très cool autour d'un film très cool. Ouais. On a hâte de vous en parler. Et puis voilà. Et puis en attendant, matez des films. Ouais, matez des films. Voilà. Ciao. Merci.